Et comme tous les vendredis, nous commençons avec l'art à la une où nous revenons sur les actualités qui ont marqué le monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler. Un rendez-vous avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Donc on fait le point une fois encore sur ce marché de l'art et sur les actualités du marché de l'art cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Sybille ? Alors cette semaine, un rapport a été publié, le rapport Artcade, qui analyse les 12 dernières années du marché de l'art extra-européen. Et donc pour résumer ce rapport de 87 pages, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très forte progression de ce marché durant toute la dernière décennie. Le chiffre d'affaires mondial a plus que doublé. Alors on reste sur des chiffres quand même d'un marché de niche, passant de 48 millions d'euros en 2010 à 108 millions d'euros en 2021. 2021 qui par ailleurs était la meilleure année enregistrée sur ce marché de l'art. Entre 2010 et 2021, les ventes d'art de ce genre ont atteint 802 millions d'euros. On a des pistes aujourd'hui pour comprendre un petit peu cette progression, Sybille ? Oui, alors Aurélien Cueno, qui est le directeur d'Artcade, explique qu'en plus de 10 ans, ce marché qui donc est de niche s'est particulièrement structuré, ce qui permet d'apporter plus de communication, de visibilité à ses œuvres d'art. La vente Christie's de la collection Michel Perrinet, qui a eu lieu en juin 2021, a aussi marqué un véritable tournant. Il a apporté beaucoup de regards sur les œuvres de l'art extra-européen. Et puis aussi la multiplication des plateformes numériques apporte plus de transparence et d'accessibilité et d'informations sur ces œuvres qui peuvent un peu susciter des questionnements. Donc cela favorise donc ce marché. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite de ce rapport qui est en ligne. Si on continue dans les actualités du monde de l'art cette semaine, il y a une vente assez extraordinaire qui a eu lieu chez Christie's, une vente Givenchy, Sybille. Tout à fait, alors c'est la vente de toute la collection et du mobilier du créateur Hubert de Givenchy, qui est jusqu'à présent un véritable succès. Alors toutes ces collections ont été réparties en 6 ventes étalées tout au long de la semaine, des œuvres et objets d'art exceptionnels du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, conservés dans ces magnifiques demeures, l'hôtel d'Orouer à Paris et le manoir du Jonchec qui est situé dans la vallée de la Loire. Rien que la vente du début de la semaine, qui était ses chefs-d'œuvre, sa collection d'œuvres d'art, a rassemblé 83 millions d'euros. Et donc Christie's a déjà dépassé les 50 millions d'euros d'estimation de sa collection, alors même que certaines ventes ne sont pas terminées et qu'elles vont aussi continuer en ligne pendant quelques jours, même si on se doute que Christie's n'atteindra pas les plus de 373 millions d'euros qui ont été réalisés en 2009 lors de la vente de la collection Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Mais on peut quand même l'espérer, on verra effectivement, même si effectivement ça semble difficile à battre. Ce qui était aussi impressionnant, Sybille, c'était que tous ces objets ont été présentés, et c'était la présentation de ces objets. Effectivement, en fait, il y a eu toute une mise en scène qui a été réalisée par Christie's. Déjà, la vente aux enchères en elle-même a été réalisée dans un cadre prestigieux qui est le théâtre Marigny, près des Champs-Élysées. Alors les commissaires-priseurs étaient situés au milieu de la scène, entourés de buis verts qui reprennent les codes, les thèmes couleurs du manoir du Jonchec, donc tout l'environnement du collectionneur. Et puis aussi la présentation des œuvres au sein même des locaux de Christie's était impressionnante, avec tout l'univers du créateur qui a été recréé. On avait l'impression que certaines pièces avaient totalement été délocalisées de ces demeures jusqu'à l'intérieur de Christie's, qui est dans le 8e arrondissement. Et alors, une petite actualité dans le monde de l'art cette semaine, Sybille, c'est la semaine de la plus grande foire d'art contemporain au monde, Sybille. Voilà, tout simplement. Donc c'est Art Basel, bien sûr, qui a lieu du 14 au 19 juin en Suisse. 289 galeries d'art étaient présentes à l'événement qui reprend vraiment de sa prestance après 2 années Covidées. Plus de masques, plus de restrictions sanitaires. Les ventes sont donc particulièrement dynamiques, et ce malgré un contexte géopolitique et économique très terne. Emmanuel Perrotin de la galerie éponyme a été interrogé par le Quotidien de l'art. Il explique que le Covid a rappelé à beaucoup de gens qu'ils n'avaient qu'une vie. Du coup, les riches n'ont jamais autant dépensé d'argent, y compris dans l'art contemporain, où l'on voit arriver de nouveaux collectionneurs qui achètent ce qui leur plaît. Il a déjà vendu une 50aine d'œuvres dès l'ouverture de la foire. Et puis un record a déjà aussi été battu, c'est celui de la sculpture de Louise Bourgeois qui a été vendue dans la galerie Heuser und Wirth pour 40 millions de dollars, donc le prix le plus élevé connu pour cet artiste décédé en 2010.
Bon, c'est intéressant de voir effectivement l'explication donnée par Emmanuel Perrotin, bon, qui l'engage lui évidemment. Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble dans l'émission. Alors en duplex pour évoquer donc du coup les opportunités du métaverse pour le marché de l'art, Mathilde Leroy, fondatrice et CEO de Casoart. Bonjour Mathilde Leroy. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue donc dans l'émission Smart Patrimoine à distance. En duplex, on va donc évoquer ensemble les opportunités du métaverse pour le monde de l'art. C'est un sujet dont on entend souvent parler. On a voulu tenter de le décrypter avec vous et on va peut-être commencer, pour tous ceux qui nous écoutent, par redonner quelques définitions. Quand on parle de métaverse, quelle est votre définition à vous du métaverse avant de regarder quelles sont les opportunités qu'on peut y trouver dans le monde de l'art ? Alors la définition, moi que je donnerais du métaverse, il y a plusieurs métaverses d'ailleurs. Ce sont des mondes virtuels, un peu comme il existait il y a plus d'une dizaine d'années, Second Life ou alors même des jeux vidéo finalement en 3D dans lesquels on peut se promener tout simplement et découvrir tout un tas d'actifs numériques, d'événements numériques et avoir une vie numérique finalement. Et là, il y a un nouveau terme. Est-ce que il y a quand même une petite différence par rapport à Second Life ou à n'importe quelle plateforme virtuelle, ou c'est juste pour redonner un peu une dynamique à ce monde ? La grosse différence, c'est que tout ça se passe avec la technologie blockchain. Donc, on est dans ce qu'on appelle le Web 3. Cette technologie, on y reviendra peut-être, mais c'est une technologie qui permet une sécurisation absolue de toutes les transactions, un historique qui est tracé grâce à des opérations, des transactions, des événements qui sont marqués dans la blockchain et qui sont comme des contrats. D'ailleurs, on appelle ça des smart contracts. Donc c'est ça la grosse différence effectivement par rapport à avant. Effectivement, c'est très lié au monde des NFT. Mais juste pour rester un tout petit peu dans le monde numérique, est-ce que vous pensez que ça c'est déjà un pas qui a été fait vers le monde numérique qui est pérenne, qui a été bien sûr impulsé par le Covid, ou c'est un peu un effet de mode? Là pour l'instant c'est chouette, etc. Mais on va pas forcément, parce que c'est vrai qu'on voit pas les œuvres pour l'instant. Absolument. Non, en fait, il y a une tendance de fond, une évolution de fond. Cette évolution technologique qu'est la blockchain est un vrai progrès qui va avoir de nombreuses applications, bien sûr dans l'art, mais aussi dans plein d'autres domaines de l'industrie, de l'économie. Donc, c'est une évolution qui est là pour durer. Après, il y a eu un effet accélérateur avec le Covid, évidemment, qui a amené beaucoup d'utilisateurs à être 100% digital et à découvrir cette technologie de manière accélérée. Là, on est dans une période justement où ça ralentit un petit peu sur cet aspect-là. On voit le monde des crypto-monnaies, des NFT qui est un peu en baisse depuis quelques semaines. Mais c'est une normalisation, mais c'est une tendance de fond. Alors justement, moi j'ai envie de vous poser une question, Mathilde Leroy, c'est en quoi le métaverse peut être une opportunité pour le marché de l'art? Parce qu'effectivement, on a parlé de NFT, on a vu des artistes, des graphistes issus du monde du jeu vidéo proposer des œuvres avec des codes assez particuliers. Les NFT, ça fonctionne en série par exemple, avec un effet rareté sur certaines œuvres. En quoi ce métaverse, ces mondes virtuels qui peuvent être développés par des entreprises ou des particuliers, peuvent être une opportunité pour le marché de l'art? Alors, il y a pas mal d'applications possibles et d'opportunités finalement. Vous en avez cité une qui effectivement, alors c'est ce qu'on appelle l'art numérique, qui existait avant les NFT, avant le métaverse, mais qui a explosé avec cette tendance, qui est un vrai courant artistique qui va s'inscrire finalement dans l'histoire de l'art. Et on voit déjà des artistes qui sont natifs crypto, ce qu'on appelle crypto-artistes finalement, qui ont développé une vraie créativité. Donc voilà, au-delà de toutes les spéculations et des sommets de certaines ventes, comme la vente de Beeple chez Christie's l'année dernière à 69 millions de dollars, c'est vrai que ça a déchaîné la chronique, mais derrière ces effets un peu de mode ou des stars qui viennent s'y mettre de manière assez opportuniste, il y a un vrai courant artistique. Donc ça, c'est une première chose, finalement, un nouveau courant artistique. Ensuite, il y a la possibilité, toujours sur la technologie de la blockchain, de d'authentifier en fait les œuvres d'art. C'est déjà des choses qui se font. Le fait d'avoir un certificat d'authenticité dans la blockchain via potentiellement un NFT qui vient certifier une œuvre physique et qui
qui a son pendant finalement numérique. Et ça, on sait que l'authentification des œuvres, c'est une vraie problématique du marché de l'art. Donc clairement, c'est une dimension très importante. Du coup, on a vu même des applications intéressantes comme la vente d'une œuvre physique liée à son NFT, qui est son pendant numérique, qui est à la fois son certificat d'authenticité et un actif en soi qui peut avoir une valeur aussi en soi. Donc ça, c'est une autre application possible. Voilà, et puis le fait de pouvoir exposer finalement dans ces métaverses, dans ces espaces en 3D. Donc nous, Casoar, galerie d'art, on a exposé des NFT, on a fait un vernissage dans un métaverse, CryptoVoxel en l'occurrence. Et ça permet finalement de toucher un public mondial. Il n'y a absolument pas de logistique. Alors, il y a des efforts de développement pour créer sa galerie en 3D, il y a incrusté ses œuvres, etc. Mais quand on compare ça à l'effort qui est fait pour organiser, participer à une foire, pour une galerie, faire transiter les œuvres, et même quand un acheteur achète une œuvre, lui expédier aux quatre coins du monde, c'est vrai que là, finalement, c'est une version 100% numérique qui simplifie énormément cette problématique de la logistique. Oui, vous, Donc, comme retour d'expérience, vous avez vraiment trouvé un réel intérêt à directement vous mettre sur le métaverse plutôt que peut-être ouvrir un espace dans la rue ou en ville. Absolument. Bon, alors, c'est clair que pour l'instant, c'est encore très niche, soyons clairs. Il faut d'abord que les personnes se créent un profil sur CryptoVoxel, qu'ils aillent dessus, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, même si c'est assez intuitif. Voilà, on s'adresse encore, on en est conscient, à une cible assez niche, assez technophile. Voilà, alors vous visitez notre galerie virtuelle où on avait fait notre vernissage, effectivement. Donc voilà, c'est encore des early adopters. Donc on ne peut pas aujourd'hui, quand on est une galerie d'art, se cantonner à ça. Mais effectivement, nous, on a vu des vrais avantages de toucher un public mondial et d'avoir une simplicité d'organisation. Et alors, en plus, là, vous voyez qu'il y a une expo en ce moment dans cette galerie. Mais on peut en fait sauvegarder cette exposition et toutes les futures qu'on fera et en fait en un clic passer d'une version d'expo à une autre. Donc Par ça exemple, aussi c'est très pratique. Mathilde Leroy, sur les images qu'on voit, donc qui sont des images de votre galerie, on n'est que sur des œuvres numériques pour le coup, ou vous y avez intégré la réplique numérique d'œuvres physiques? Alors, ce ne sont que des œuvres numériques, mais donc nous, Casoar, qui travaillons à la base avec des artistes qui font des œuvres physiques, tous ces artistes sont des artistes qui, par ailleurs, créent des œuvres physiques. Donc là, en l'occurrence, c'était du 100% numérique, et ces œuvres sont des NFT qu'on peut acheter sur OpenSea, avec lequel on avait fait un partenariat pour cette expo. Mais bien sûr, voilà, on peut aussi présenter des œuvres qui ont aussi leur pendant physique. Mais vous avez parlé justement donc d'artistes natifs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un marché de l'art qui va être complètement virtuel, des œuvres qui ne se voir que dans le métaverse, toute une création qui va se faire dans un monde virtuel et qui va donner vraiment un autre monde d'œuvres d'art et donc de marché? En fait, c'est vrai que ça révolutionne un petit peu les usages qu'on peut avoir avec l'art. Quand on achète une œuvre d'art, c'est vrai qu'on a le réflexe de se dire qu'on va pouvoir la voir, l'accrocher chez soi ou dans son lieu où on veut exposer. Les œuvres numériques et les NFT, l'usage a vocation à être un peu différent, clairement. Alors, on peut évidemment afficher un NFT avec un écran, mais le principe du NFT, c'est d'autres avantages. C'est le fait de pouvoir, dans son wallet, présenter toute sa collection qui est accessible à n'importe qui. Donc, il y a une grande transparence. Finalement, c'est plutôt en mode un petit peu réseaux sociaux, j'ai envie de dire, où voilà, je présente ma collection dans mon wallet. N'importe qui peut la voir, peut voir quand j'ai acheté mes œuvres, à quel prix, quand est-ce que je les ai revendues. Et c'est une manière de partager via ces écrans, c'est vrai, qui est différente, mais qui est plus collaborative, plus transparente. Donc c'est d'autres usages, je pense, qui vont se développer. Et on parle beaucoup des NFT, mais est-ce que pour vous, il y a d'autres opportunités? Comment vous voyez le métavers se développer? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des choses qu'on ne soupçonne pas? Alors, c'est des lieux où on peut organiser, bien sûr, des événements virtuels. Il y a eu des ventes aux enchères déjà qui se sont réalisées dans des métaverses. Donc, on recrée une salle des ventes en 3D dans le métaverse. Bien sûr, on a parlé des expositions, enfin voilà, tout ce qui est événementiel
peut vraiment être développé dans le métaverse. Donc, et ça peut être évidemment des œuvres physiques, hein, et pas seulement des œuvres numériques. Merci beaucoup Mathilde Leroy, donc fondatrice et CEO de Casoart, d'avoir partagé avec nous votre expertise sur les opportunités du métaverse pour le marché de l'art. Merci beaucoup Mathilde Leroy. Merci également Sybille Aoudjan pour ces actualités du monde de l'art cette semaine. Merci Sybille. Merci. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.